Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Big Foo, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur, et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée, avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées.
L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé, en examinant de minuscules. Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial ? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi ? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus y sont-ils enfouis, et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr, mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire.
l'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons, et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète.
et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot Antarctique? Très probablement le froid, la neige, la glace et les manchots. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde et qui cache de nombreuses choses étranges et uniques. Tu n'as pas besoin d'aller en Antarctique pour voir la première chose bizarre. Il te suffit d'ouvrir Google Earth et de trouver l'une des îles les plus au sud de l'Antarctique. L'île du Roi George. Récemment, des internautes y ont remarqué une grande entrée de grotte assez étrange. Où mène ce large passage sombre? Les gens ont commencé à émettre diverses hypothèses. C'est l'entrée d'une base secrète ou d'un laboratoire. C'est une partie d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là il y a des milliers d'années. C'est la porte de l'ancienne cité de l'Antarctique. Peut-être qu'il y a une montagne géante avec une ancienne grotte sous toute cette neige et cette glace. Voilà quelques idées. Les internautes ont calculé les dimensions approximatives de cette grotte. Elle pourrait faire environ 22 mètres de haut pour 75 de large. Donc on pourrait y cacher un avion de ligne. La nature a probablement créé cette entrée. C'est l'explication la plus logique. Mais il y a quand même deux éléments étranges. Premièrement, jette un coup d'œil au pied de la montagne. Il semble qu'il y ait des marches à cet endroit. Elles sont de couleur sombre, comme si elles étaient faites de pierre. Et si tu regardes attentivement, tu peux remarquer quelque chose qui ressemble à des empreintes de pas humains. Quelqu'un est-il entré dans cette grotte? Ou peut-être quelqu'un y vit encore maintenant? La deuxième bizarrerie est la disparition de la découverte mystérieuse. Les gens l'ont remarqué pour la première fois sur un cliché Google Maps en 2007. Puis l'entrée a disparu. Puis elle est réapparue quelques années plus tard. Après cela, elle a de nouveau disparu. Et en 2022, les gens l'ont vue à nouveau. Peut-être que la vieille neige fond, une nouvelle couche tombe, puis le vent l'emporte et le cycle se répète. Mais les prétendues marches menant au fond de la grotte font douter de l'origine naturelle de ce tunnel. Tu peux facilement en trouver les coordonnées sur Internet et visiter la grotte via Google Earth. Tu pourrais y déceler quelque chose et le révéler au monde entier. Les gens ont découvert une autre chose étrange à l'aide de Google Earth.
En 2020, un internaute a découvert un objet étrange qui ressemblait à un bateau géant à 160 km au large des côtes de l'Antarctique. Ressemblant à un bateau de croisière, il était recouvert de glace et de neige et couché sur le côté. On pouvait deviner les fenêtres, le pont et la passerelle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, d'autres ont dit que c'était une sorte de bâtiment secret. L'internaute qui avait remarqué le vaisseau en premier a déclaré que sa taille était d'environ 120 mètres, ce qui est la longueur adéquate pour un navire de passagers. Mais que fait ce navire dans un endroit aussi reculé, au milieu d'un glacier? Comment est-il arrivé ici? Qui était son capitaine? Personne n'a encore trouvé les réponses à ces questions. En 2016, des utilisateurs de Google Earth ont découvert une photo d'un monstre marin inconnu flottant au large des côtes de l'Antarctique. Cette créature ressemblait à un calmar géant d'une longueur d'environ 60 mètres, soit légèrement moins que 3 wagons de train. Imagine simplement ce kraken géant nageant dans les eaux sombres et glacées de l'Antarctique et entraînant au fond tout ce qu'il rencontre sur son passage. C'est peut-être le grand et terrible Chulu, ou bien l'un de ses rejetons. Tu remarqueras rapidement cette cascade rouge sang parmi les interminables paysages blancs éblouissants de l'Antarctique. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du sang. Depuis plusieurs siècles, cette cascade teinte la neige d'une couleur rouge vif. Le ruisseau coule tout droit d'un iceberg blanc. Regardons à l'intérieur et découvrons ce qu'il s'y passe. Il y a des millions d'années, il y avait un petit étang limpide. Mais un glacier s'est ensuite formé autour de lui. Une épaisse couche de glace et de neige a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Pendant des millénaires, le réservoir est resté dans ce vide froid. Mais à un moment donné, l'eau a creusé un trou dans la paroi glacée et s'est échappée. Lorsque cette eau salée entre en contact avec l'oxygène, elle devient immédiatement écarlate ou couleur rouille. L'Antarctique est le seul endroit où tu puisses trouver un phénomène naturel aussi unique. L'un des endroits les plus secs de la Terre se trouve en Antarctique. Et c'est l'un des déserts les plus dénués de vie au monde. Les vallées sèches de McMurdo. Dans ce désert, tu ne verras pas de soleil brûlant, de sable chaud ou de cactus. Techniquement, un désert désigne un endroit où il y a un manque de précipitations et de vie. Or, les vallées sèches de McMurdo correspondent parfaitement à ces paramètres. Mais cet endroit est aussi unique pour l'Antarctique car tu n'y trouveras pas de glacier. Malgré le gel, la glace ne peut pas se former dans le désert, car il n'y a pas plu depuis des millions d'années. Il ne neige jamais non plus. Un fort vent descendant des montagnes atteint des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Il te serait difficile de rester debout là-bas. Le vent, chargé d'humidité, réchauffe et évapore tout le liquide et la neige du désert, en raison de sa vitesse élevée. Seul l'air sec atteint le sol. Toutefois, on y trouve plusieurs lacs. Et s'ils ne gèlent pas, c'est uniquement dû à leur forte salinité. L'eau est tellement salée que les formes de vie ne peuvent pas s'y développer. Mais les scientifiques ont trouvé des organismes microscopiques près des lacs. Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique était remplie de marécages d'arbres et grouillé d'insectes et d'animaux. Mais aujourd'hui, il ressemble littéralement à la surface de Mars. Les scientifiques et les astronautes explorent des régions comme les vallées sèches de McMurdo car les conditions naturelles qui y règnent sont similaires à celles de la planète rouge. Donc, avant de partir sur Mars, tu peux t'entraîner à vivre dans des endroits similaires sur Terre. Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin dans l'Antarctique, rempli de centaines d'amphipodes. Des crustacés semblables aux crevettes. Au fait, quelle est la différence entre l'Antarctique et l'Arctique ? L'Antarctique est la région située à l'extrême sud de la Terre, qui abrite le continent du même nom. Tandis que l'Arctique est une toute autre région. Elles ont les mêmes conditions naturelles, le gel, la glace et la neige, mais elles sont situées dans des parties opposées de la planète. L'Arctique se trouve au pôle Nord, l'Antarctique se trouve au pôle Sud. Maintenant, revenons à la découverte. Les scientifiques ont avancé des théories selon lesquelles la glace de l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières et de lacs d'eau douce. Et en 2022, ils ont découvert un nouvel écosystème. Les chercheurs ont exploré la plateforme glacée de Ross de l'Antarctique et ses rivières souterraines. C'est un morceau de glace massif qui flotte dans l'océan. Une équipe néo-zélandaise a utilisé un appareil de forage spécial équipé d'une alimentation en eau chaude pour percer un trou de 500 mètres de profondeur, soit davantage que la hauteur de l'Empire State Building. Ensuite, ils y ont descendu des caméras vidéo et ont vu des milliers de crustacés nager dans différentes directions. Il semble donc qu'ils soient très peu organisés.
Dans les eaux de l'Antarctique, tu peux aussi rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes de la planète. Il s'agit des araignées de mer. Elles ont reçu ce nom car elles ressemblent à des araignées terrestres, mais il s'agit en fait d'une espèce d'arthropode marin. Et contrairement aux araignées terrestres, celles de l'océan sont beaucoup plus grandes. Elles ressemblent à 8 énormes pattes, sans corps. Une telle araignée peut avoir la largeur d'une assiette. Certaines d'entre elles n'ont pas d'yeux et ont des proboscises à la place des mâchoires. Les araignées de mer sont peu étudiées car elles vivent dans les eaux froides et profondes. L'Antarctique cache de nombreux animaux peu connus. Dans ces glaciers, il y a de longs tunnels qui mènent à des ténèbres effrayantes. Sur ce continent froid, les gens ont trouvé les restes de dinosaures géants et d'autres créatures anciennes, comme les ancêtres des canards modernes. De nombreux lacs et rivières souterrains cachent une faune inexplorée. Même la glace ici peut être bizarre. Regarde ces icebergs rayés. Ils ont des rayures bleues, noires, vertes et turquoises. La couleur dépend des conditions de l'eau pendant la congélation. Par exemple, les lignes vertes apparaissent à cause des algues. Les bleus se forment lorsque l'eau gèle trop rapidement. Bon, tout ça fait froid dans le dos. Il est grand temps d'aller se réchauffer. Que dirais-tu d'aller à Hawaï ? Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir.
Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et va à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent.
mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries, et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. C'est un tube de 230 mètres qui remonte à environ 23 millions d'années. C'est un tube de 230 mètres qui remonte à environ 23 millions d'années. La carotte a révélé que cette zone de l'Antarctique Ouest était autrefois un océan ouvert. Autrement dit, la calotte glaciaire s'était déjà effondrée. Et si elle cède à nouveau, la montée des eaux pourrait transformer les villes côtières en aquariums et redessiner la carte du monde. Pour en savoir plus, une équipe de recherche internationale a installé un camp sur un site appelé Crary Ice Rise. C'est comme un gigantesque radeau gelé accroché à l'Antarctique, coincé sur des bosses rocheuses au fond de l'océan. Ces bosses agissent comme un frein, retenant la glace continentale. Mais l'eau plus chaude de l'océan commence à faire fondre le radeau par en dessous. Si la glace s'amincit et se décolle de ces rochers, le frein disparaît et la glace continentale file droit dans l'océan. C'est pour ça que les scientifiques ont décidé de forer ici. Forer un trou droit à travers 500 mètres de glace, ça semble impossible. On ne peut pas le faire avec une foreuse classique. L'équipe a donc utilisé une foreuse à eau chaude sur mesure. C'est en gros un nettoyeur haute pression surchauffé. Il projette de l'eau quasi bouillante vers le bas pour creuser un tunnel vertical d'environ 30 cm de large. Le problème, c'est que la glace essaie de refermer le trou. Le continent lui-même dit « Non !» Si l'eau chaude s'arrête ne serait-ce qu'un instant, le tunnel commence à regeler et le trou se referme. Et comme ils étaient au milieu d'un désert glacé, il a fallu installer un petit campement de tentes avec sa propre alimentation électrique. La station la plus proche est à environ 700 km, donc la moindre panne sérieuse pouvait compromettre tout le projet. Pour comparaison, la station spatiale est à environ 400 km au-dessus de la Terre. Donc cette expédition a dû être planifiée presque comme une mission spatiale. Certes, l'ISS reste plus difficile d'accès, mais vous voyez l'idée. Si le camp perdait le courant, les chercheurs devaient réparer en 1 ou 2 jours, sinon le trou pouvait geler complètement. Vous savez peut-être déjà que la glace peut piéger des microbes anciens et des particules de l'air. La neige tombe, gèle et s'empile en couches. Chaque couche piège tout ce qui flottait dans l'air à ce moment-là. De la poussière, des gaz, même de minuscules organismes. C'est comme ça que les scientifiques lisent le passé. Ces couches empilées, on les appelle des carottes de glace. Mais les chercheurs ne s'intéressaient pas à la glace. Ce qu'ils ont récupéré, c'est une carotte de sédiments. Au lieu de neige gelée, c'est un long tube de boue et de roches forées dans le fond marin sous la glace. Voyez ça comme ça, les carottes de glace enregistrent ce qu'il y avait dans l'air. Les carottes de sédiments enregistrent ce qui se passait dans l'océan. Tout ce qui flotte dans l'eau finit par couler. Quand un plafond massif de glace épaisse recouvre entièrement l'océan, l'eau en dessous plonge dans le noir total. Sans lumière du soleil, aucune plante ne pousse. La seule chose qui tombe au fond, c'est de la roche broyée, arrachée au sol par la glace en mouvement au-dessus. Quand le climat se réchauffe, la glace recule et le soleil ramène la vie. Le fond marin recommence à accumuler une couche d'eau libre. Avec le temps, un schéma se répète. De la roche granuleuse sous la glace, de la boue claire pleine de coquilles sang. C'est comme si la Terre créait un code-barre à l'intention des scientifiques. Quand l'équipe de forage a enfin ouvert son énorme tube de boue, il était rempli de fossiles marins, les restes physiques d'anciens micro-organismes océaniques. Et ces organismes ont absolument besoin de lumière pour survivre. Toute leur chaîne alimentaire repose sur de grandes proliférations d'algues à la surface de l'océan. Donc, les trouver là est une preuve solide que dans des conditions plus chaudes, la glace avait complètement disparu. Cette disparition totale, c'est ce qui est inquiétant dans le comportement de l'Antarctique Ouest. La glace ne fond pas simplement centimètre par centimètre de façon lente et prévisible. Elle a un point de basculement intégré. Ces fossiles des grands fonds suggèrent qu'une fois l'océan assez chaud pour soulever la glace et relâcher ce frein rocheux, tout le radeau gelé peut subir une défaillance totale. Il peut tout simplement disparaître, et c'est ce type d'effondrement qui inquiète les scientifiques.
Les chercheurs appellent ce comportement irréversible l'hystérésis. Voici Billy. Il est assis sur une luge en haut d'une colline enneigée. La luge est orientée vers le bas, mais Billy ne bouge pas encore parce que la neige le retient. Puis, quelqu'un donne une petite poussée à la luge. Au début, c'est juste un lent glissement. Mais une fois que le patin commence à glisser, la gravité prend le dessus et la luge accélère toute seule. Le point clé, c'est que même si la personne qui a poussé Billy le regrette aussitôt, la luge ne s'arrêtera pas. Les grandes calottes glaciaires fonctionnent de la même manière. Poussez la planète au-delà d'un certain seuil et le recul peut continuer seul. Même si les températures baissent à nouveau des siècles plus tard, la fonte ne freine pas automatiquement. Alors, les scientifiques essaient de déterminer à quel point il faut que ça se réchauffe pour que l'Antarctique Ouest entre dans ce mode irréversible. Une estimation situe le seuil de danger à environ 2 degrés Celsius au-dessus de la température moyenne mondiale du milieu du 19e siècle. Ils ne peuvent toujours pas affirmer que c'est le point de basculement exact, ni donner un compte à rebours précis. C'est ce que cette carotte doit aider à confirmer. Mais la glace n'est pas seulement attaquée de l'extérieur par une eau plus chaude. Certaines parties de l'Antarctique reçoivent aussi de la chaleur par en dessous. Près de la barrière de Ross se trouve l'île de Ross, et dessus, un volcan actif. Il s'appelle le mont Erebus. Il culmine à environ 3800 mètres, et c'est le volcan actif le plus au sud de la planète. Mais le plus fascinant, c'est qu'à l'intérieur de son cratère sommital se trouve un lac de lave permanent. Une véritable mare incandescente de roches en fusion qui bouillonne depuis des décennies. C'est loin d'être courant. Seule une poignée de volcans sur Terre maintiennent des lacs de lave durables. L'Erebus y parvient alors qu'il est entouré par l'un des environnements les plus froids de la planète. L'Antarctique peut être d'un froid brutal en surface, mais le mont Erebus est alimenté par la chaleur des profondeurs de la Terre. Cette chaleur se moque que l'air au-dessus soit à moins 40 degrés. Le magma remonte parce qu'il est chaud et léger. Pendant que du magma frais continue d'alimenter le cratère et que le gaz s'échappe, le lac de lave peut rester en fusion. L'Erebus crée aussi quelque chose qu'on voit rarement ailleurs, des tours de glace construites par un volcan. Des gaz chauds s'échappent par des fissures, frappent l'air glacial et se solidifient instantanément en haute cheminée de glace creuse. Certaines grottes à l'intérieur de ces tours sont étonnamment chaudes par rapport à l'air extérieur, créant d'étranges petites poches où une vie microbienne peut survivre dans l'obscurité. Autre fait fascinant dans cette région, des kilomètres de lacs sous-glaciaires. Certains font la taille de petites villes. La pression les maintient liquides et la chaleur d'en bas les empêche de geler. Beaucoup sont reliés par des canaux cachés, se remplissant et se vidant comme un réseau de plomberie souterrain. Les satellites peuvent même détecter la glace au-dessus, qui monte et descend au gré des mouvements de l'eau. L'Erebus compte parce qu'il prouve que l'Antarctique Ouest peut recevoir de la chaleur par en dessous. Cette chaleur peut faire fondre la glace à la base et créer de l'eau en dessous. Ces lacs enfouis sont importants parce que cette eau agit comme un lubrifiant. Moins de friction signifie que la glace peut glisser plus vite. Et quand les lacs se remplissent et se vident, cette couche glissante peut se déplacer brusquement. Quand l'adhérence et le support s'affaiblissent en même temps, la luge n'a pas besoin de grand-chose pour partir. Il n'y a pas d'horloge de l'apocalypse au mur qui égrène un compte à rebours vers une fin du monde spectaculaire. Même si l'Antarctique Ouest commence à glisser dans l'océan, ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Les côtes reculeraient centimètre par centimètre, une tempête à la fois, avec des décennies entre chaque. Les villes ne disparaîtraient pas sous une seule vague. Il faudrait beaucoup repenser et déplacer. Et dans des siècles, si des portions du littoral actuel se retrouvent sous l'eau, de futurs plongeurs pourraient nager entre les sommets des gratte-ciels, comme nous plongeons dans d'anciennes épaves. Vous aimez le rose? Alors, cette vidéo est pour vous. Mais il n'y aura ni poney rose, ni sac à main rose, ni mini cochon rose. On va plutôt parler du côté rose de l'Antarctique. Et oui, ce continent glacé n'est pas toujours blanc. Par endroits, il vire au rose pour des raisons très étranges. Faisons le tour des endroits les plus roses de l'Antarctique et perçons leurs secrets. L'Antarctique abrite de nombreuses hautes montagnes et volcans qui recèlent toutes sortes de mystères. L'un d'eux, la roche rose. Dans l'ouest de l'Antarctique, parmi les sommets des monts Hudson, de gros rochers couverts d'un pigment rose sont éparpillés dans le paysage.
Ils intriguent les scientifiques depuis des décennies. Ces pierres sont en granit. La teinte la plus rose de cette roche provient d'un minéral appelé feldspath. On trouve du granit rose dans de nombreux endroits à travers le monde. Mais pourquoi ces rochers se trouvent-ils parmi de hautes montagnes? Logiquement, on pourrait supposer qu'ils se sont détachés des sommets voisins. Mais le problème, c'est que les montagnes elles-mêmes n'ont aucune teinte rose. Ce qui signifie que quelqu'un ou quelque chose a arraché ces rochers à un grand massif granitique et les a amenés ici. Mais alors, où se trouve cet énorme blob de granit? Eh bien, les scientifiques se sont posé la même question et ont lancé une investigation de grande envergure. D'abord, ils ont analysé les roches roses et découvert qu'elles s'étaient formées il y a environ 175 millions d'années, au Jurassique, quand les tyrannosaures parcouraient la Terre. Moi j'étais pas là à l'époque. Et si un gros dinosaure costaud les avait simplement traînés ici parce qu'il aimait la couleur? C'est une théorie amusante, mais il doit y avoir autre chose. Les scientifiques ont décidé de survoler les monts Hudson dans un avion de recherche équipé de capteurs géologiques uniques. À l'aide d'instruments spéciaux et de relevés aériens, ils ont effectué des mesures gravitationnelles précises et détecté un signal géologique sous le glacier de Pine Island. Ce signal provenait d'un massif granitique d'environ la moitié de la superficie du pays de Galles. D'accord, on sait maintenant d'où viennent ces rochers. Mais comment se fait-il que d'énormes dépôts de granit se retrouvent sous un glacier, tandis que ces pierres sont éparpillées sur les sommets? Eh bien, il y a des dizaines de milliers d'années, lors de la dernière ère glaciaire, le glacier de cette région était bien plus épais qu'aujourd'hui. Des millions de tonnes de glace compacte pesaient sur le granit en dessous. La pression était si intense que de gros morceaux se sont détachés de la masse de roches roses et ont été poussés en hauteur dans les montagnes. Mais attendez, comment est-ce seulement possible? Un glacier géant pèse sur un bloc de granit géant et arrive à éjecter des rochers vers les sommets? Eh bien, d'abord, un glacier, c'est de l'eau gelée. Par endroits, elle peut fondre et s'infiltrer dans les fissures de la roche. Quand elle regèle, elle se dilate et fait éclater la roche. Ensuite, les glaciers se déplacent très lentement, sur des dizaines et des centaines de milliers d'années. Un glacier broie le granit de son poids énorme, le fracture et pousse les fragments plus petits. Et ces petits morceaux roses sont exactement ce que les scientifiques ont trouvé. C'est comme du papier de verre glissant sur une poutre en bois et dispersant les copeaux dans toutes les directions. Mais en quoi est-ce important? Les scientifiques peuvent désormais mieux comprendre comment les glaciers bougent, évoluent et interagissent avec la roche sous-jacente. Surtout, ils peuvent observer comment l'Antarctique change à mesure que les températures mondiales augmentent. Cela nous aide à prévoir les futurs changements climatiques sur notre planète. Maintenant, descendons des hautes montagnes et marchons sur la neige craquante. La surface blanche reflète le soleil et vous éblouit. Vous cherchez un endroit plus sombre pour reposer vos yeux. Et soudain, vous remarquez une grande tache rose. On dirait que quelqu'un a mangé une pastèque ici et en a renversé tout le jus sur la neige. Ce phénomène s'appelle la neige pastèque, mais il n'a rien à voir avec le fruit. Cette couleur unique est causée par un type spécial d'algues appelé ainsi. Allez, essayez de prononcer ça. En ce moment, ces algues paraissent roses ou rouges car elles sont en dormance. Durant leur phase de reproduction, elles deviennent vertes. Quand vous vous promenez dans un parc et voyez des feuilles jaunes et brunes, vous savez que c'est l'automne et que les arbres se préparent pour l'hiver. En Antarctique, au lieu de feuilles jaunes, il y a des algues roses. Elles virent au rouge en se préparant pour le long hiver glacial, puis redeviennent vertes au changement de saison. Mais pourquoi font-elles ça? Eh bien, ce changement de couleur les aide à survivre. La neige blanche reflète la lumière et la chaleur du soleil, mais les teintes roses ou vertes réduisent la réflectivité. La surface absorbe plus de chaleur, ce qui fait fondre la neige. Et plus la neige fond, plus les algues reçoivent d'eau. Mais l'eau et le soleil, suffisent-ils vraiment aux algues pour vivre? Bien sûr que non, elles ont aussi besoin de nutriments. Mais comment les obtiennent-elles? Ce sont les résidents du continent qui fournissent les nutriments, et ces résidents sont les manchots. Ces adorables animaux font leurs besoins et leur déjection fertilise la neige. Même une infime quantité de poussière de fiente de manchot suffit à fournir aux algues les nutriments nécessaires. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'à l'avenir, la neige rose deviendra bien plus répandue en Antarctique à mesure que les températures continueront de monter. Alors,
Si un jour vous vous retrouvez sur ce continent avec des amis et repérez de la neige rose, vous pourrez étaler votre savoir et expliquer la science derrière ce phénomène. Par contre, si quelqu'un est tenté de goûter la neige pastèque, empêchez-le. Cette neige ressemble à un sorbet fruité, mais les algues qu'elle contient sont toxiques. Et n'oubliez pas, elle contient aussi des particules de caca de manchot. Donc, les roches roses ont une teinte pâle. La neige pastèque a un rose plus vif. Les couleurs s'intensifient et notre prochain phénomène est difficile à qualifier de rose. Il a un ton rouge foncé et semble un peu sinistre. Regardez ça, de l'eau rouge s'écoule d'un glacier, tachant tout autour d'une couleur menaçante. Elle coule ici depuis des centaines, voire peut-être des milliers d'années. Quand les chercheurs ont remarqué cette cascade au début du XXe siècle, ils ont été stupéfaits. Pendant longtemps, personne n'a compris la nature de ce phénomène. On spéculait sur les raisons de cet écoulement d'eau rouge hors du glacier et sur l'origine de sa couleur. Était-ce même de l'eau? L'imagination s'emballe. Mais rassurez-vous, c'est bien de l'eau. Et elle n'est pas vraiment rouge, elle est transparente, tout comme l'eau qui coule de nos robinets. Elle contient simplement quelque chose de spécial, qui change de couleur au contact de l'oxygène et de la lumière du soleil. Maintenant, pensez à ce qui arrive au fer quand il est mouillé. Il s'oxyde, forme de la rouille et prend une teinte brun-rouge. C'est à peu près le même processus ici. L'eau à l'intérieur du glacier contient une énorme quantité de fer. Quand elle s'écoule et entre en contact avec l'oxygène, elle s'oxyde et prend cette couleur sinistre. Cette explication semblait parfaite et les scientifiques en étaient convaincus, jusqu'à ce qu'ils découvrent autre chose. Ils ont étudié des échantillons de cette eau et trouvé des nanosphères riches en fer. Les nanosphères sont de minuscules particules, environ 100 fois plus petites qu'un globule rouge humain. En plus du fer, les nanosphères de la cascade contiennent aussi du calcium, du silicium, de l'aluminium et du sodium. Quand ces nanosphères entrent en contact avec l'oxygène, elles deviennent rouges. Mais d'où viennent-elles? Et pourquoi n'en trouve-t-on pas dans l'eau en bouteille que nous buvons? Eh bien, cette eau antarctique est piégée dans le glacier depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années. D'une certaine façon, elle existe hors de l'atmosphère terrestre, dans des conditions uniques. Pas de lumière, pas d'air et un froid permanent. Qui sait quels micro-organismes y vivent et comment ils affectent l'eau? Beaucoup de choses pourraient produire ces nanosphères et en enrichir l'eau. Les scientifiques étudient cette cascade non seulement pour résoudre son mystère. Ils pensent que si la vie peut exister dans des conditions aussi extrêmes en Antarctique, elle pourrait aussi exister dans des environnements similaires sur d'autres planètes. Il existe sur Mars des grottes froides et scellées, sans lumière ni oxygène. Et si de micro-organismes y vivaient aussi? En étudiant des phénomènes comme celui-ci sur Terre, on peut mieux se préparer aux futures missions d'exploration de Mars. Oh, de mystérieuses chaînes montagneuses cachées sous d'immenses masses de glace, d'étranges créatures translucides à la peau diaphane, des plaines enneigées qui semblent chanter. L'Antarctique recèle ses propres secrets terrifiants. Et désormais, un trou de glace colossal, grand comme la Suisse, ne cesse de s'ouvrir. Les scientifiques viennent enfin d'en percer la cause. Ce trou, nommé Polynie de Maud Rise, fut observé pour la première fois en 1974 puis en 1976 dans la mer de Weddell. Depuis, il joue à se dérober, apparaissant, disparaissant, puis réapparaissant des années plus tard. Et chaque fois, il change mystérieusement de taille. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté de comprendre son origine. Puis, en 2016 et 2017, la Polynie a atteint une ampleur exceptionnelle, plus de 30 000 km². Elle est restée ouverte plusieurs semaines durant l'hiver, marquant la première apparition d'une Polynie aussi vaste et durable dans la mer de Weddell depuis les années 1970. Voici ce qu'il faut savoir sur la glace de mer Antarctique. En été, elle atteint son minimum, environ 2590 000 km², ce qui, oui, est considéré comme peu. En hiver, elle s'étend jusqu'à 10 130 000 km², couvrant près de 4% de la surface terrestre d'étranges plaques blanches. La majorité se forme pendant la longue nuit polaire sur les plateformes de glace flottantes entourant le continent. Ces ouvertures dans la glace, appelées polynies, se créent généralement quand de puissants vents venus de l'intérieur repoussent les plaques gelées.
ce même vent glacial fige davantage d'eau de mer à l'intérieur, ajoutant encore à l'épaisseur de la banquise. Mais la Polynie de Maud Rise se situe loin des côtes, là où ces vents ne peuvent agir. En plein océan, de pareils trous sont rares. Ajoutez à cela la réduction générale de la glace dans l'océan austral. De quoi dérouter les chercheurs. Quelles conditions précises engendrent ce vaste et persistant trou de glace? Pour résoudre l'énigme, ils ont analysé une montagne de données. Satellites, capteurs dérivants, et même les relevés d'animaux marins équipés de balises. Ils disposaient aussi d'années d'observation antérieures. Et leur découverte fut étonnante. En 2016 et 2017, le courant circulaire de la mer de Weddell, appelé Gire de Weddell, était plus fort qu'à l'accoutumée. Cette énergie accrue permit à une eau plus salée et plus chaude des profondeurs de remonter vers la surface. La Polynie de Maud Rise se trouve au-dessus d'une montagne sous-marine du même nom. Durant les années où elle s'est largement ouverte, le renforcement du courant a concentré le sel autour de ce sommet englouti. En surface, les rafales ont balayé la glace, créant un mouvement en spirale qui a littéralement aspiré vers le haut cette eau plus salée. Ce surplus de sel a abaissé le point de congélation, permettant à la Polynie de se former et de se maintenir. Ces ouvertures jouent un rôle crucial pour la planète. L'eau dense et salée qu'elles produisent peut parcourir d'immenses distances, se propageant à travers les océans et influençant les climats du globe. Mais ces vastes entailles glacées ne sont pas les seuls phénomènes étranges et fascinants de l'Antarctique. Et que dire des lacs souterrains, ou plus spécifiquement des lacs subglaciaires? En effet, il existe des lacs entiers, dissimulés sous plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace. Les scientifiques les ont repérés pour la première fois en 1970 grâce au radar, et ils estiment aujourd'hui qu'il en existe près de 400 dans les zones étudiées, sous environ 3000 mètres de glace. Ceux-ci seraient apparus après la séparation de l'Antarctique d'avec le Gondwana, l'ancien supercontinent. Fait surprenant, leur eau ne gèle pas, car la pression exercée par la glace au-dessus est trop forte. Simple question de physique. Le plus vaste, le lac Vostok, découvert dans les années 1990, repose à un peu plus de 3 km sous la glace. Les chercheurs y ont foré pour prélever de l'eau, mesurée à environ 3,33 degrés Celsius, bien que ce lac soit resté emprisonné depuis plus de 28 millions d'années. On compte aussi le lac Williams où une découverte étonnante a été faite en 2014. Une colonie entière de micro-organismes y prospère, à près de 1600 mètres sous la glace. Ces créatures n'ont jamais connu ni lumière ni air libre. Elles tirent donc leur énergie du méthane et de l'ammonium pour subsister. Un autre prodige, visible celui-là, se trouve dans la vallée sèche de McMurdo, une cascade digne d'un film d'horreur. De l'eau d'un rouge écarlate, semblable à du sang jaillissant d'une plaie dans la glace, s'écoule sur 5 étages, depuis le glacier Taylor jusqu'au lac Bonnet. Une vision troublante, bien qu'elle ait, en réalité, une explication scientifique. L'eau qui alimente les Blood Falls provenait autrefois d'un lac salé aujourd'hui, isolé de toute interaction avec l'atmosphère, les glaciers s'étant formés par-dessus. Enfermée à plus de 400 mètres sous terre, cette eau est devenue extrêmement concentrée en sel, 3 fois plus que celle de la mer, ce qui l'empêche de geler. Elle est également riche en fer et ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'échappe lentement à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air libre, le fer s'oxyde. Autrement dit, il rouille, donnant à l'eau cette teinte rouge sombre si troublante. Avec des paysages si inquiétants, l'Antarctique évoque un désert de glace. Des températures polaires, des précipitations quasi inexistantes et des vents capables de vous renverser. C'est d'ailleurs là qu'a été relevée la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. 89,2 degrés Celsius. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, le continent abrite une faune aussi étrange que fascinante. Longtemps, les scientifiques ont cru que rien ne pouvait subsister sous une telle épaisseur de glace. Ils se trompaient lourdement. Une étonnante diversité d'êtres vivants s'y est adaptée. Des micro-organismes minuscules, des crustacés, d'immenses calmars, et même des araignées dont les pattes pourraient couvrir une assiette entière. D'énormes vers aux soies dorées et brillantes, pourvus de redoutables mâchoires dentées,
rôdent également dans les profondeurs glacées. Et puis, il y a le poisson des glaces, un être entièrement translucide, aux grands yeux, dont les organes sont visibles à travers la peau. Ces poissons disposent de protéines antigel naturelles leur permettant de survivre dans les eaux les plus froides, mais ils périraient dans des eaux plus tempérées. Encore plus singulier, ils n'ont pas d'hémoglobine, cette protéine qui rend le sang rouge et transporte l'oxygène. Autrement dit, ils vivent sans la substance même qui permet à la plupart des créatures de survivre. Mais l'Antarctique n'a pas toujours été ce désert gelé que nous connaissons. Il y a des millions d'années, bien avant l'ère glaciaire, il était chaud, luxuriant et peuplé d'une vie abondante. Peut-être même de civilisations disparues. Difficile à concevoir, n'est-ce pas? Les scientifiques l'ont compris en découvrant du bois fossilisé, des restes d'arbres tropicaux et des empreintes de feuilles, signes indéniables d'anciennes forêts pluviales. Ils ont également exhumé des fossiles d'animaux marins, d'oiseaux et de dinosaures datant du Crétacé. Même les plus petites formes de vie ont laissé leurs traces, des ailes de coléoptères fossilisées, vieilles de 14 à 20 millions d'années, des fossiles unicellulaires et, plus stupéfiant, des cellules spermatiques vieilles de 50 millions d'années conservées sur l'enveloppe d'un ver disparu. Ainsi, il ne vous étonnera sans doute pas d'apprendre qu'au-dessous des épaisses calottes glaciaires de l'Antarctique se dissimule un gigantesque relief montagneux. La chaîne Gamburtseff s'étend sur près de 1200 km et atteint environ 3000 mètres de haut, soit près du tiers de la hauteur de l'Everest. Et pourtant, cet ensemble monumental repose sous une épaisseur de glace variant entre 2000 et 4000 mètres. Découverts en 1958, ces reliefs ont été détectés grâce à une zone de glace anormalement mince et à d'étranges relevés gravitationnels observés lors d'une traversée du continent. Bien que nul ne les ait jamais contemplés directement, les chercheurs en ont cartographié la forme grâce au radar et analysent leur structure interne à l'aide de mesures gravitationnelles et magnétiques. Le plus stupéfiant, c'est que la chaîne Gamburtseff date d'environ 1 milliard d'années. En théorie, elle aurait dû s'éroder depuis longtemps. Le fait qu'elle demeure encore intacte reste une énigme. La plupart des chercheurs avancent l'hypothèse qu'un manteau gelé, enfoui sous la glace, la protège de l'érosion et conserve ainsi cet ancien massif dans un état remarquable. Et pour conclure, sachez que l'Antarctique possède sa propre symphonie. La barrière de glace de Ross, la plus vaste du continent, atteint plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et couvre près de 500 000 km², une superficie comparable à celle de la France. Les chercheurs ont récemment découvert que cet immense plateau de glace chantait réellement. Ce chant étrange naît du vent qui balaie les dunes de neige, provoquant des vibrations dans la glace et un bourdonnement sismique presque continu. On ne peut l'entendre à l'oreille, mais les capteurs sismiques en enregistrent la mélodie plaintive. Cette découverte d'ailleurs fut accidentelle. Les scientifiques avaient installé ces capteurs pour observer d'autres phénomènes liés à la glace. Plus étonnant, la mélodie varie selon les conditions du moment. La fonte, les tempêtes ou le déplacement des neiges modifient la fréquence des vibrations. Les chercheurs exploitent désormais ce chant envoûtant comme un système d'alerte anticipé. En l'écoutant en temps réel, ils peuvent surveiller la stabilité de la barrière de Ross et détecter les signes d'un éventuel effondrement. Des éponges en forme d'amphore, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025, un immense bloc de glace baptisé A84, aussi vaste que la ville de Chicago, s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor, II, naviguait à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous.
Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025, il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant, les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagisca gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases. Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente, doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères, dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement. Et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés.
Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire. De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations? Des chercheurs viennent d'identifier en Antarctique un lac capable de bouleverser notre compréhension de la vie terrestre. Après avoir foré une épaisse couche de glace, ils ont mis au jour de l'eau demeurée liquide, là où tout devrait être figé. Et, dans cette obscurité totale, des organismes vivants qui prospèrent depuis des temps immémoriaux. L'histoire débute lors d'une mission qui ajouta un site essentiel à la cartographie de l'Antarctique. Entre novembre 2019 et janvier 2020, une équipe progressant dans l'immensité gelée atteignit la zone nommée Lac Enigma. Ils pensaient fouler une vaste plaque de glace, mais leurs instruments révélèrent autre chose. Ils utilisèrent alors un dispositif de forage puissant, sondèrent patiemment couche après couche et détectèrent plus de 12 mètres d'eau liquide retenue sous la surface. Cherchant d'abord de la roche, ils découvrirent finalement, sous cette glace, un monde insoupçonné à l'endroit même où ils s'y attendèrent le moins. Les scientifiques, stupéfaits, ne se sont pas arrêtés à cette révélation et ont voulu déterminer l'origine de cette eau inattendue. Dans cette portion de l'Antarctique, où s'imposent un froid implacable, des précipitations dérisoires, des vents d'une brutalité constante et une évaporation solaire intense, l'existence même d'un lac demeure presque inconcevable. Toute eau douce aurait dû disparaître depuis longtemps. Il fallait donc qu'une source continue réalimente ce lac subglaciaire. En étudiant la composition chimique des sels et des matières dissoutes, les chercheurs ont décelé des indices concordants. Tout suggérait que le glacier amorphe voisin alimentait silencieusement le lac par un réseau souterrain insoupçonné jusqu'alors. Ainsi se révèle une découverte extraordinaire en Antarctique, dissimulée sous la glace et alimentée non par la pluie ou la fonte superficielle, mais par un flux souterrain qui parcourt silencieusement la planète. C'est grâce à cette alimentation secrète que, lorsque l'équipe a foré davantage, elle n'a pas seulement mis au jour de l'eau. Elle a dévoilé un écosystème enfoui, une forme de vie là où aucune n'était censée subsister. Et par vie, il ne s'agit pas d'être capable de nous saluer,
mais de créatures minuscules, de structures infimes, de communautés microbiennes qui ont évolué dans un isolement absolu, protégées par l'épaisse chape de glace et confinées à leur refuge caché. Elles recouvrent le lit du lac de tapis microbiens complexes, non pas de simples amas d'algues, mais des formations structurées, comparables à des moquettes vivantes. Certaines s'étendent en voiles minces et hérissées, d'autres forment des couches épaisses et froissées, voire des structures arboriformes, atteignant une quarantaine de centimètres. Ces architectures, semblables à des images de science-fiction sur la vie de mondes lointains, ne sont pas de simples fragments d'ADN errant dans l'eau. Elles prospèrent, s'assemblent, se superposent et se transforment au fil du temps. Le fond du lac apparaît ainsi, tel le sol d'une forêt obscure, glaciale et éternellement ensevelie. Si la vie parvient réellement à s'épanouir sous 13 mètres de glace dans une quasi-obscurité, il devient clair que notre conception des lieux où elle peut exister doit être réexaminée. Nous ignorons également ce qui pourrait survenir si nous perturbions cet écosystème dissimulé. Que se passerait-il si nous y introduisions machines, présence humaine, ou même notre simple respiration? Ces microbes ont vécu dans un isolement total durant des millénaires, peut-être des millions d'années, sans contact avec le monde extérieur. Une intrusion pourrait les exposer à des organismes inconnus et compromettre leur survie. Alors que nous progressons dans ce domaine encore inexploré, la prudence s'impose. L'Antarctique constitue en effet un vaste recueil des secrets de l'évolution et de la survie, un ouvrage qu'il convient d'aborder avec soin. Ce continent continue de surprendre. Dans ces zones reculées apparaissent des créatures jamais observées, qu'il s'agisse d'animaux marins, aux formes étranges ou d'insectes adaptés au froid dont nul ne soupçonnait l'existence. Par exemple, les scientifiques ont observé une anémone de mer affectionnant la glace, suspendue à l'envers sous la plateforme glaciaire de Ross. Elle évoque une fleur fragile fixée au plafond, déployant ses tentacules dans une eau d'une froideur presque sentimentale. En dirigeant un robot sous la glace, les chercheurs ont mis au jour une espèce entièrement nouvelle. À cela s'ajoute une autre découverte remarquable. L'étoile à plumes fraises de l'Antarctique, un pompon flottant pourvu de 20 bras, dont le corps arbore une apparence évoquant, vous l'avez deviné, celle d'une fraise. Oh, et fait surprenant, l'Antarctique abrite également une immense nurserie de poissons, là où personne n'aurait songé à en trouver une, et même la plus vaste répertoriée sur Terre. Des chercheurs exploraient le fond marin de la mer de Weddell à l'aide de caméras qu'ils remorquaient pour en établir la cartographie lorsqu'ils ont aperçu des milliers, puis des millions de cuvettes identiques creusées dans le sédiment. Ces nids s'étendaient sur 240 km², formant un ensemble de 60 millions de structures, espacées de quelques dizaines de centimètres chacune. Tous appartiennent aux poissons des glaces Neopagetopsis iona, une espèce dite à sang blanc, dépourvue d'hémoglobine, la substance qui rend le sang rouge, mais néanmoins capable de survivre dans des eaux d'une froideur extrême. Dans chaque nid, un parent veillait sur quelques 1700 œufs. Les phoques de Weddell se nourrissant volontiers de ces poissons, cette vaste zone joue à la fois le rôle de nurserie et de véritable banquet pour les prédateurs alentours. Les poissons des glaces eux-mêmes dépendent d'un afflux d'eau plus chaude qui remonte des nutriments et du zooplancton microscopique. Il est remarquable que la colonie présente un bord net, une véritable ligne dans le sable, correspondant précisément au contour externe de cet afflux chaud, comme si l'évolution avait façonné un dispositif parfaitement ajusté. Une autre découverte en Antarctique, ayant profondément surpris les scientifiques, ne concernait ni un poisson remarquable, ni un os de dinosaure, mais quelque chose de probablement bien plus significatif pour la science, des bulles, de minuscules bulles anciennes, piégées à l'intérieur de ce qui pourrait être la glace la plus ancienne jamais extraite, âgée d'environ 1,2 million d'années. Avant cette trouvaille, les chercheurs possédaient des archives climatiques couvrant 800 000 ans, mais aspiraient à remonter plus loin dans le passé. Ils ont donc passé de nombreuses années à localiser l'endroit parfait où la glace pourrait livrer un récit continu. Certaines régions de l'Antarctique renferment des glaces de 3 à 4 millions d'années, mais elles demeurent fragmentaires, insuffisantes pour un enregistrement ininterrompu. En forant enfin au site adéquat, ils découvrirent des carottes de glace cristallines contenant des bulles ayant capturé l'atmosphère terrestre telle qu'elle était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. En analysant cet air ancien, les scientifiques ne se contentent pas d'étudier les gaz. Ils peuvent identifier ce que respiraient nos lointains ancêtres, ce que la planète exhalait et comment se déroulaient
les cycles de vie et de climat bien avant nous. La période située autour de 900 000 ans, scellée dans cette glace, pourrait correspondre à l'une des phases les plus critiques pour l'humanité. Selon des études génétiques, la population humaine aurait alors chuté à environ 1300 individus sur l'ensemble du globe. La cause exacte demeure inconnue, mais le climat pourrait y avoir joué un rôle déterminant. Ces bulles anciennes pourraient ainsi détenir les indices permettant de comprendre comment nos ancêtres ont survécu à l'un des chapitres les plus rigoureux de l'histoire terrestre, et peut-être comment nous pourrions affronter le prochain, dans un monde où la planète répète, sous de nouvelles formes, des scénarios éprouvants dont l'Antarctique nous offre les leçons. Une leçon que nous pourrions apprendre à nos dépens concerne ce qui se trouve sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont récemment révélé qu'un phénomène loin d'être tranquille se prépare sous ce continent. Il pourrait y exister des volcans, attendant silencieusement leur moment. Oui, vous avez bien entendu, des volcans ardents et enflammés, dissimulés sous des kilomètres de glace. Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques et constaté que, lorsque certaines portions de glace fondent, la pression qui maintient ces volcans diminue. Et alors, ils pourraient contribuer à la fonte d'encore davantage de glace depuis le dessous. Il s'agit d'une boucle auto-entretenue de chaos. La glace fond, le volcan se réveille, puis la fonte continue. Même si l'action humaine sur le climat cessait demain, cette réaction pourrait se poursuivre, car il ne s'agit pas seulement de l'air, mais du feu caché sous la glace. Le plus inquiétant est que ce type de fonte pourrait provoquer une élévation du niveau. L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ces forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae, et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges. Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les 2 continents étaient encore reliés, permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares, et le prédateur, affamé, ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont 2 griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvu de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne. Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meutes bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines.
Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois. C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée, et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles. Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules, et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace. Vaste nappe formée lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet. Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer. Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué, un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents catabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili. Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio,
perché en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe, a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour, soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques. D'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. Pensez au lac Enigma. Quel nom bien choisi! Il est déjà assez étrange, puisqu'il ne devrait même pas exister. Et pourtant, on vient d'y découvrir de la vie, loin sous la glace. Et cela pourrait même aider la NASA dans sa recherche de vie dans l'espace. Le lac se cache au cœur glacé de l'Antarctique. Ce n'est donc pas un bassin d'eau comme ceux qu'on connaît, mais plutôt un bloc de glace en forme de lac. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Récemment, des scientifiques italiens ont percé un secret enfoui depuis des âges. Une véritable étendue d'eau. Et dans cette eau, la vie foisonne. On y trouve divers micro-organismes, et même de petits prédateurs étranges, ce qui est incroyable quand on sait qu'Enigma se situe dans une région reculée et impitoyable de notre planète, la Terre de Victoria du Nord, en Antarctique. Tout le pôle sud est glacial. Mais là, oula, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 41 degrés Fahrenheit. En moyenne, on tourne autour de 7. Beuh, ça pique! Comme on l'a dit, ce lac ne devrait même pas être là. L'Antarctique est techniquement le plus grand désert de la Terre. Même s'il est couvert de neige, car il y fait extrêmement sec. Il n'y pleut pas, il neige très peu et le soleil évapore à peine quoi que ce soit. Et même quand il y a de l'eau, les vents furieux assèchent tout en un rien de temps. En y réfléchissant, ce lac devrait perdre l'incroyable volume de 7 millions de pieds cubes d'eau chaque année. Pourtant, l'eau reste là. Pourquoi? Eh bien, personne ne le sait. Les scientifiques pensent qu'il existe peut-être, en profondeur, une source qui l'alimente sans cesse. Mais ils ignorent totalement laquelle. Des rivières souterraines, de la glace qui fond, ou toute autre chose. D'où son nom, le lac Enigma. Le bloc de glace dont on parlait est permanent et incroyablement épais. Au moins 36 pieds, soit plus haut qu'un immeuble de 3 étages. Les chercheurs ont donc voulu voir ce qu'il y avait dessous. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un géoradar, une sorte d'écho-sondeur ultra intelligent pour le terrain. Ce radar envoie des ondes radio invisibles dans le sol. Quand elles heurtent quelque chose sous terre, comme de la roche, de l'eau ou autre, elles reviennent vers l'appareil. En mesurant le temps de retour du signal et sa puissance, on peut déterminer la distance et ce qui l'a touché. C'est ainsi que les chauves-souris, les baleines et les dauphins voient sous l'eau. Et nous avons repris cette idée de la nature pour explorer des structures enfouies et des grottes cachées. Les scientifiques ont utilisé cet appareil sur toute la surface d'Enigma. Ils ont ainsi pu dresser une carte complète du monde enfoui sous la glace. Ce n'est pas l'eau elle-même qui les a surpris, mais l'écosystème unique qu'elle abrite. Malheureusement, pas de monstres secrets, ni de secrets extraterrestres cette fois. En revanche, on y trouve des micro-organismes qui n'existent peut-être nulle part ailleurs sur Terre. Ces créatures ont réussi à survivre dans un isolement total et un froid extrême. Ce n'est pas que ces micro-organismes nous soient inconnus. On les a déjà rencontrés, mais pas sous cette forme. Plusieurs groupes vivent là-dessous. Le premier groupe, ce sont les Bacteroidota. Ils adorent décomposer les molécules complexes, notamment dans notre estomac, et aident à digérer les fibres végétales coriaces.
On les trouve surtout chez nous, mais aussi parfois dans les sols et les océans. Viennent ensuite les Actinobacteriota, de vrais chimistes de génie parmi les bactéries. Ils décomposent la matière organique, améliorent les sols et sont célèbres pour produire des antibiotiques. Une bonne partie de nos médicaments leur doit beaucoup. Le troisième groupe, ce sont les Pseudomonadota. Eux, ce n'était pas une surprise. Ils s'adaptent à tout, le sol, l'eau, le corps humain. Certains sont utiles, en aidant les plantes à pousser et les nutriments à circuler. Mais d'autres peuvent devenir des pathogènes opportunistes. Oula, les méchants! Mais la vraie surprise, c'est que le lac Enigma abrite énormément de Pathecibacteria, des bactéries ultra petites. Minuscules même pour des micro-organismes. Elles peuvent à peine fonctionner seules. Elles vivent donc souvent en symbiose ou en petits parasites, dépendantes de leurs hôtes pour les nutriments et le reste. Tous ces minuscules organismes sont peut-être très anciens. Ils pourraient remonter à l'époque où le lac n'était pas encore totalement gelé, il y a des centaines de milliers d'années. Ce qui est vraiment étrange, c'est de trouver ces bactéries dans le lac Enigma, surtout ces petits parasites. Les Pathecibacteria préfèrent d'ordinaire les milieux pauvres en oxygène, alors que ce lac en est très riche, sans même parler des presque 40 pieds de glace au-dessus. Tout cela veut dire que, même si on connaît ce groupe, ces lignées précises pourraient nous être nouvelles. Elles ont peut-être développé des adaptations et des capacités uniques grâce à la chimie inhabituelle du lac. Elles dépendent probablement d'un réseau alimentaire très simple et très fragile. Certains de ces micro-organismes tirent leur énergie de la lumière, enfin, de la faible lumière qui arrive jusque-là, ou des composés chimiques du lac. Ceux qui vivent en symbiose survivent probablement sur leurs voisins, ou à l'intérieur d'eux. Oui, ces créatures microscopiques se chassent entre elles. Même dans un endroit pareil, impossible que tout soit paisible. Si l'on découvre leurs secrets de survie, on pourrait en apprendre davantage sur la chimie, la médecine et même sur la vie extraterrestre. Parce que si la vie peut tenir dans des conditions aussi extrêmes, alors elle peut sans doute apparaître presque n'importe où. Y compris chez nos voisines les plus proches, Europe et Encelade, les lunes de Jupiter et de Saturne. Elles cachent bel et bien des océans sous leur surface gelée. Et il y a maintenant de fortes chances qu'une forme de vie s'y trouve. L'Antarctique est peut-être ce qui se rapproche le plus d'une exploration extraterrestre, avant même qu'on atterrisse sur d'autres planètes. Le continent regorge de mystères cachés et de créatures surprenantes. Même loin du lac Enigma, le pôle Sud abrite la vie. Prenez les vallées sèches de McMurdo, souvent surnommées le Mars terrestre. Elles comptent parmi les endroits les plus mystérieux et les plus extrêmes de notre planète. Elles s'étendent dans la terre de Victoria, en Antarctique. Et c'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Ce n'est pas très surprenant vu leur nom. Étonnamment, contrairement au reste du pôle Sud, cette région est presque entièrement dépourvue de neige et de glace. Juste un sol immensément froid. On y trouve même parfois quelques dunes de sable, nichées entre les montagnes abruptes. Le sol est surtout couvert de graviers meubles et parsemé de roches anciennes faites de granit et d'une roche intéressante appelée gneiss. C'est le genre de roche qui en a vraiment vu de toutes les couleurs. En général, le gneiss naît lorsque du granit ou des roches sédimentaires subissent pendant un long moment une pression énorme ou une chaleur extrême. Un processus qu'on appelle le métamorphisme. Ces conditions sont si intenses qu'elles réorganisent littéralement les minéraux en couches. C'est pour ça que le gneiss présente ces superbes bandes feuilletées. En gros, c'est la version terrestre d'un gâteau à étages. Ce qui est fascinant, c'est que cet endroit est presque exactement resté comme il était il y a des millions d'années. Ces vallées sont comme figées dans le temps, et elles nous offrent un aperçu du passé lointain de la Terre. Et ça vaut aussi pour la vie. Là encore, les vents locaux sont terrifiants. Des rafales d'air froid qui dévalent les pentes et font s'évaporer la neige plus vite qu'elle ne peut fondre. Logiquement, on ne devrait donc presque pas trouver d'eau ici, et encore moins de la vie. Et pourtant, on peut encore tomber sur des lacs gelés et des bassins salés dans ces vallées sèches. La vie locale défie toute logique et bouscule notre compréhension de la biologie. Elle existe même à l'intérieur des roches. Des micro-organismes se cachent dans de petites fissures et crevasses légèrement humides. Au plus profond, on trouve des bactéries endolithiques. Elles sont incroyablement tranquilles. Au lieu de se déplacer comme d'autres micro-organismes,
elles restent toujours à l'intérieur de leur petite maison de pierre. Comment survivent-elles? Grâce à la photosynthèse. Comme les plantes, elles exploitent les minuscules traces de lumière qui pénètrent dans les fissures, un peu comme de petits panneaux solaires pour tirer leur énergie du soleil. Ailleurs, sous le glacier Taylor, vivent aussi des bactéries qui n'ont littéralement besoin de rien. Ni confort, ni soleil, ni même oxygène. Elles se nourrissent de roches poussiéreuses et de soufre pour alimenter leur étrange métabolisme. En décomposant le soufre et le fer, elles produisent l'énergie nécessaire à leur survie. Elles peuvent ainsi vivre dans les profondeurs à des températures négatives, totalement couplées de la lumière du soleil, de l'oxygène et du reste du monde. Cet endroit est fascinant, autant pour la vie qu'il abrite que pour l'absence de vie. Dans certaines zones des vallées, comme University Valley, oui, c'est bien son nom, le pergélisol est si rude qu'on n'y a trouvé aucun microbe. C'est peut-être l'un des seuls endroits sur Terre où la vie semble totalement absente, et l'idée fait plutôt froid dans le dos. Bref, les scientifiques veulent maintenant en apprendre davantage sur le lac Enigma et forer cet environnement semblable à Mars pour une raison bien précise, comprendre comment, à l'avenir, nous pourrions prélever des échantillons sur Mars. L'Antarctique, un monde figé dans un froid glacial de moins 43 degrés Celsius, recouvert de glace depuis des millions d'années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des scientifiques viennent de faire une découverte incroyable. Enfouies profondément sous le plancher océanique, de minuscules gouttes d'ambre dorée. Cela signifie qu'autrefois, l'Antarctique foisonnait de vie et était recouvert de vastes forêts. Toutefois, un événement est survenu. Un événement qui pourrait radicalement changer notre perception de l'avenir. Depuis des millions d'années, l'Antarctique est une terre balayée par des vents puissants, où aucune végétation ne parvient à croître. Mais des chercheurs ayant exploré cette région ont pris la décision de percer les profondeurs de la surface antarctique. Ils ont foré à plusieurs milliers de mètres sous la glace et en ont extrait des couches de sédiments anciens. C'est là, piégés dans le temps, qu'ils ont découvert ces fragments d'ambre. L'ambre, résine fossilisée provenant des arbres, se trouve sur tous les continents et renferme souvent des traces parfaitement préservées d'espèces disparues. Des insectes figés dans leur vol, du pollen congelé dans le temps. Ces gouttes dorées peuvent conserver d'anciens et minuscules écosystèmes. Sur tous les continents, mais pas en Antarctique jusqu'alors. La minuscule gouttelette découverte, mesurant entre 0,5 et 1 mm, aussi petite qu'un grain de sable, mais d'une importance capitale, s'était écoulée de l'écorce d'un arbre il y a environ 90 millions d'années. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'ambre ne se forme que dans certaines espèces d'arbres. Celles qui prospèrent dans les forêts tropicales humides et tempérées ou dans les jungles. C'est alors qu'une révélation s'est imposée. L'Antarctique était autrefois une forêt tropicale. Ces minuscules fragments d'ambre, visibles uniquement au microscope, nous racontent l'histoire vivante d'un écosystème florissant. Il y a environ 90 millions d'années, pendant la période du Crétacé, lorsque les dinosaures dominaient la Terre, l'Antarctique devait être recouvert de forêts denses et marécageuses, peuplées de conifères majestueux, de fougères et de plantes anciennes. Certains de ces fragments montraient des signes de dommages, indiquant que les arbres à l'origine de ces gouttes avaient été endommagés, probablement par des incendies ou des parasites. En dépit de tout cela, et malgré les millions d'années passées dans les fonds marins, cet ambre a étonnamment bien résisté. Il demeure solide, transparent, sans la moindre fissure. En règle générale, l'ambre, lorsqu'il est soumis à une pression intense et sous des températures extrêmes, se désintègre peu à peu. Mais ce fragment a survécu, ce qui laisse supposer que d'autres pourraient également avoir subsisté, et que d'autres découvertes pourraient émerger des profondeurs océaniques. Cela dit, cette découverte n'était pas le premier signe indiquant qu'autrefois, l'Antarctique n'était pas le monde gelé que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, une équipe de chercheurs a percé profondément la surface du fond marin, à proximité du glacier de l'île du Pin, sur la côte ouest de l'Antarctique. Ils ont ainsi extrait des carottes de sédiments enfouis depuis des millions d'années. Cette découverte fut stupéfiante. Dans ces couches de sédiments, les chercheurs ont mis à jour des racines fossilisées, du pollen, des spores. Autant de preuves qu'une ancienne forêt avait prospéré sur ces terres. Depuis cette découverte, l'équipe ne cesse d'analyser ces éléments,
consacrant plusieurs années à décomposer les sédiments en milliers de fragments et à les examiner minutieusement sous des microscopes fluorescents, sans rien endommager. En 2020, cette même équipe a découvert un autre élément clé du puzzle. De nouveaux échantillons de sédiments prélevés dans les fonds marins ont mis en lumière un paysage constitué de forêts denses, de rivières et de zones humides, un environnement qui ressemblait davantage à celui du Nord-Ouest Pacifique ou de la Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi l'Antarctique était-il si chaud à cette époque? La réponse réside dans l'atmosphère. Il y a 90 millions d'années, les niveaux de dioxyde de carbone étaient extrêmement élevés sur Terre. Cette période correspondait à l'un des moments les plus chauds de l'histoire de la planète, avec des températures atteignant même les pôles. Imaginez, l'Antarctique ne possédait aucune calotte glaciaire. Au lieu de cela, l'Antarctique aurait pu abriter des insectes bourdonnants, et peut-être même des dinosaures errants à travers ses forêts. Mais pour comprendre ce qui leur est arrivé, l'équipe doit encore découvrir davantage de preuves. L'Antarctique demeure un lieu empreint de mystère. Sa couverture neigeuse et glacée rend son étude difficile, au point que nous ignorons même sa véritable forme et ses dimensions. Certaines zones de la calotte glaciaire mesurent près de 5 km d'épaisseur, l'équivalent de la moitié de la profondeur de la fosse des Mariannes, la plus profonde fosse océanique de la planète. Heureusement, la neige possède une qualité remarquable. Elle parvient à figer le temps avec une parfaite précision. Couche après couche, année après année, elle ensevelit le passé naturel, agissant comme une capsule temporelle. Au début, la neige fraîche est légère et se déplace facilement au gré du vent, remplie d'air. Mais à mesure que les couches s'accumulent, elle se comprime, expulsant l'air et durcissant en une glace dense. Cette pression de congélation emprisonne tout à l'intérieur, conservant d'anciennes plantes, animaux et même des paysages entiers. Les éléments sont littéralement figés dans le temps, car ce froid extrême ralentit le processus de décomposition. Il stoppe la croissance des bactéries, empêchant ainsi la putréfaction et permet une préservation quasi parfaite pendant des milliers, voire des millions d'années. C'est précisément ce phénomène qui se produit en Antarctique. Les scientifiques doivent scruter cette neige en profondeur afin de découvrir à quoi ressemblait cet endroit il y a des millions d'années. Ce qu'ils ont mis à jour, un monde entier perdu, enfoui sous des kilomètres de glace. Cette découverte se situe sous les glaces les plus épaisses d'Antarctique orientale, près des bassins subglaciaires Aurora et Schmidt. Le poids de la glace, immense et constant pendant des millions d'années, a en réalité protégé la Terre de l'érosion. Les scientifiques surnomment cela le fantôme du paysage de l'Antarctique. Et ce n'est vraiment pas comme le désert plat et lisse qu'on voit d'en haut. Ils ont découvert des rivières qui autrefois coulaient librement, désormais figées sur place. Des vallées sculptées par l'eau. Même 3 énormes collines aux sommets acérés. Mais que s'est-il passé? Pour saisir cela, il faut remonter encore plus loin dans le temps, à l'époque où l'Antarctique faisait encore partie d'un supercontinent aujourd'hui disparu. Il y a des centaines de millions d'années, ce que nous appelons aujourd'hui l'Antarctique faisait partie du Gondwana, un supercontinent gigantesque qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, tous fusionnés ensemble. Cependant, à mesure que les plaques tectoniques terrestres se sont lentement déplacées, le Gondwana s'est fragmenté. L'Antarctique a été déchiré, sa terre s'étirant et se fracturant. Les vastes calottes glaciaires qui se sont formées plus tard ont recouvert ces terres brisées, les préservant comme des fossiles gelés. Au fur et à mesure que la glace se déplaçait et fondait, des vallées ont émergé, et des rivières anciennes ont probablement acheminé l'eau vers une côte, qui était alors située à des centaines de kilomètres de sa position actuelle. Mais ce n'est pas tout ce que l'Antarctique recèle. Si vous enleviez la glace, vous ne découvririez pas un continent plat et désert. Vous verriez un paysage spectaculaire, des montagnes majestueuses, des vallées profondes et même des volcans en activité. En Antarctique occidentale, au moins 138 volcans sont enfouis sous les glaces. L'un d'eux, le mont Erebus, est encore actif. Et à l'intérieur, il possède des grottes volcaniques suffisamment chaudes pour s'y promener en t-shirt. Ah, et si cela ne vous semblait pas déjà assez étrange, Erebus crache aussi de l'or. Oui,
de véritables particules d'or provenant des profondeurs de la Terre. Les scientifiques estiment que cela se produit parce que le magma, cette roche surchauffée et semi-fondue sous la surface terrestre, achemine de l'or liquide en remontant. Chaque jour, Erebus libère environ 90 grammes d'or, ce qui équivaut à environ 6 000 € par jour. En une année, cela représente 29 kg, soit plus de 2 millions d'euros qui partent en fumée. Malheureusement, avant d'attraper nos pelles, il faut se rappeler que ce sont des particules microscopiques. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres, soit plus fines qu'un cheveu humain, sans compter qu'elles sont dispersées jusqu'à 1000 km du volcan. Les retrouver relève donc de l'impossible. Cela prouve simplement que, même dans un endroit aussi impitoyable que ce vaste désert blanc, de nombreux mystères fascinants attendent d'être dévoilés. Ainsi, malgré les conditions extrêmes, la vie y persiste encore. En 2017, des chercheurs ont foré profondément sous la glace de la barrière de Ross, pensant trouver de l'eau. Mais à leur grande surprise, ce qu'ils ont découvert était bien plus incroyable. Une rivière, cachée sous 500 mètres de glace, serpentant dans l'obscurité. Et à l'intérieur, des centaines de petites créatures ressemblant à des crevettes. Elles se sont précipitées autour de la caméra, obstruant l'objectif tout en accueillant les chercheurs. Au fond de ces cavernes gelées, des traces d'ADN ont révélé la présence de mousses, d'algues et peut-être même de minuscules créatures inconnues. Il semble donc que, même dans l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, la vie parvienne toujours à s'adapter. Tout l'Internet est en effervescence à propos d'une découverte inhabituelle sur Google Maps en Antarctique. Au sud-est de la station Showa du Japon, quelqu'un a remarqué une porte géante se démarquant dans le paysage glacé. Certains l'appellent la maison de vacances de Bigfoot ou une navette de Star Trek. D'autres disent que c'est la porte d'un Boeing soufflé par le vent qui s'est d'une manière ou d'une autre retrouvé dans la neige. Les scientifiques ont une explication bien moins excitante. Il semble que ce que l'on appelle porte fait en réalité partie de la banquise rapide. Elle flotte près de la côte, où l'eau est peu profonde, et des îles sont disséminées tout autour. Ce lieu pourrait simplement être un iceberg qui s'est coincé et fond lentement là où il est. Vous pouvez voir d'autres icebergs à proximité dans la même zone. La glace s'écoulant autour d'un rocher solide sous-marin pourrait avoir formé un motif naturel. La glace est assez mince ici, et à cause des rochers en dessous, la glace forme des formes uniques. Les géologues ajoutent que la découverte mystérieuse n'est en fait qu'une crête rocheuse qui dépasse parce que le niveau de glace a diminué légèrement. Le sommet de celle-ci est la crête, et les côtés sont deux queues de neige, de longues traînées de neige façonnées par le vent. Ces queues de neige montrent la direction dans laquelle le vent souffle généralement dans cette zone. La précédente découverte mystérieuse sur Google Maps en Antarctique était une pyramide qui s'est avérée être une montagne. Vous pouvez facilement la trouver si vous faites défiler jusqu'aux monts Ellsworth. C'est la plus haute chaîne de montagnes en Antarctique, et elle s'étend sur presque 402 km. Ce n'est pas la première pyramide sur ce continent, car des explorateurs de l'expédition britannique en Antarctique, entre 1910 et 1913, ont découvert une autre montagne de forme inhabituelle et l'ont surnommée la pyramide. Mais celle-ci n'avait même pas une forme pyramidale, en fin de compte, donc non, il n'y a pas de pyramides en Antarctique, désolé de vous décevoir. En 2011, des scientifiques chiliens ont découvert un fossile étrange en Antarctique qui ressemblait à un ballon de football écrasé. Il a reçu le surnom de la chose parce qu'il ressemblait à quelque chose d'un film de science-fiction. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un œuf géant à coquille molle vieux d'environ 66 millions d'années. Il mesurait plus de 28 cm de long et 17 cm de large. Le seul œuf plus grand, jamais trouvé, était celui de l'oiseau éléphant de Madagascar, aujourd'hui disparu, qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, 2,9 mètres. L'œuf antarctique est également spécial, car c'est le premier œuf fossile jamais trouvé dans cette partie du monde. Donc, celui qui l'a laissé là devait être énorme, probablement un grand reptile marin qui vivait il y a longtemps, comme un mosasaure. Cela est surprenant car la plupart des scientifiques pensaient que ces créatures ne pondaient même pas d'œufs. L'œuf est également unique car il a une coquille mince et sans pores, ce qui est totalement différent de la plupart des œufs de dinosaures. Les scientifiques ont fait beaucoup de recherches et étudié 259 types de reptiles vivants, comme les lézards et les serpents, et leurs œufs. À partir de cela,
Ils ont déterminé que la créature qui a pondu l'œuf mesurait probablement au moins 7 mètres de long, une fois, et un cinquième, la taille d'une girafe, sans compter sa queue. Pendant la période du Crétacé supérieur, de 100,5 millions d'années à 66 millions d'années, cette partie de l'Antarctique aurait pu servir de nurserie. Les paléontologues ont trouvé des os de petits mosasaures et plésiosaures dans la même région, ainsi que des os de ceux déjà adultes. Si vous avez déjà perdu votre pièce d'identité et que vous ne parvenez toujours pas à la retrouver, essayez de regarder sous la glace antarctique. Eh bien, du moins, cela a fonctionné pour un homme qui a retrouvé sa carte d'accès à la sécurité après 21 années. Rod Budd, un technicien étudiant la vie marine sur le fond marin antarctique, a repéré la carte alors qu'il plongeait dans un endroit appelé le Cap Evans. Rod a pensé qu'il pourrait s'agir d'une carte de crédit, alors il l'a mise dans sa poche et a continué de travailler. En regardant de plus près, il a réalisé qu'elle appartenait en fait à quelqu'un nommé David McCaw. La carte est restée avec l'institut de recherche où travaillait Rod pendant 8 années supplémentaires, avant qu'il ne parvienne enfin à retrouver David. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais été en Antarctique. En 2003, quelqu'un a cambriolé sa voiture à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et ils ont jeté le contenu de sa mallette dans le port. Ainsi, la carte a parcouru plus de 3862 km en 13 ans. Il n'existe pas de courants océaniques qui se déplacent directement de Wellington au Cap Evans. Si la carte a traversé différents courants océaniques, le voyage aurait pris environ 1000 ans. Ainsi, elle s'est peut-être attachée à quelque chose d'autre qui pouvait flotter plus facilement, comme un morceau de débris ou une plante qui peut pousser sur des objets et les rendre flottants. Ou peut-être que la personne qui a pris la mallette de David était sur un bateau se rendant en Antarctique. Ou que la carte s'est d'une manière ou d'une autre collée au fond d'un bateau de recherche qui a fini par y aller. Au cas où vous voudriez voir probablement la découverte la plus cool de l'Antarctique, vous devez vous rendre à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, Japon. Ils y exposeront une météorite de la taille d'un ballon de rugby qui vient de Mars. Une équipe de recherche japonaise l'a trouvée en Antarctique en l'an 2000. Ils croient qu'un impact massif d'astéroïdes a arraché la météorite de sa planète d'origine avant qu'elle ne traverse l'espace et n'atterrisse sur Terre. C'est l'une des plus grandes météorites martiennes jamais trouvées, pesant 12 kg. Les scientifiques ont étudié le gaz à l'intérieur de la roche pour confirmer qu'elle vient de Mars, et ils ont également trouvé des minéraux spéciaux à l'intérieur qui se forment en présence d'eau. Cela signifie que Mars avait probablement de l'eau il y a longtemps. Ainsi, l'étude de la roche peut nous aider à en savoir plus sur la possibilité que la vie ait existé sur la planète rouge. Une équipe d'experts en acoustique a découvert un énorme canyon sous-marin en Antarctique grâce au mauvais temps. Ils ont dû suspendre leur travail à la station de recherche Casey. Au lieu d'attendre, ils ont décidé d'utiliser ce temps libre inopiné pour cartographier le fond marin près du glacier Adams. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert un canyon de près de 2133 mètres de profondeur, presque 9144 mètres de large, et qui s'étend sur plus de 45 km à partir du glacier. Le brise-glace, sur lequel il se trouvait, utilise un outil spécial appelé écho-sondeur multifaisceau. Il émet des ondes sonores en forme d'éventail sous le navire, puis écoute les échos pour créer une carte détaillée du fond océanique. Pendant la cartographie, ils ont découvert seulement une partie du canyon avant de devoir retourner à la station de recherche. Mais lorsque le mauvais temps est revenu, le navire est retourné et a cartographié encore plus de la zone. Ils travaillaient parmi des vagues allant jusqu'à 4 mètres de haut et des vents allant jusqu'à 50 nœuds, mais ils ont tout de même réussi à obtenir environ 15 heures de données pour compléter leur carte. Sur le chemin du retour vers l'Australie, ils se sont arrêtés une dernière fois pour combler les lacunes sur la carte. Cette technologie de cartographie avancée aide les scientifiques à en savoir plus sur l'histoire des glaciers et les interactions océaniques en Antarctique. Un scientifique parcourait des images satellites à la recherche de traces brunes des déjections de manchots et a découvert 4 nouvelles colonies de manchots empereurs en Antarctique. Cela signifie qu'il y a maintenant 66 colonies de reproduction pour cette espèce vulnérable. Ces nouvelles colonies existent probablement depuis des années, bien qu'elles soient pour la plupart petites, avec moins de 1000 couples de manchots reproducteurs chacune. Certaines de ces colonies sont proches d'autres zones de manchots, comme celle qui n'est pas loin d'une ancienne station de recherche qui n'a jamais signalé de manchots à proximité. L'une des nouvelles colonies a été découverte près d'un endroit appelé la barrière de glace Lazarev, où il y avait jadis une grande colonie de manchots. On pensait que cette colonie avait disparu en 2019, mais il semble que les manchots se soient simplement déplacés un peu à cause des conditions changeantes de la glace de mer. Si nous ajoutons les manchots nouvellement découverts à la population totale de cette espèce, cela ne change pas beaucoup la situation.
mais cela peut aider les scientifiques à voir comment les manchots empereurs s'adaptent aux conditions changeantes.